Quel est le coût du bonheur? Combien ça coûte d'être véritablement heureux? Des fois, on nous vante le bonheur comme un long fleuve tranquille où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que c'est la finalité pour tout le monde? Certains choisissent la raison, d'autres ne veulent pas déplaire à leur père. Et j'aimerais avoir ton avis à la fin de cette vidéo. Alors reste connecté jusqu'au bout. Hello Bourgie et bienvenue sur cet épisode de Black Bourge. Je suis heureuse de te retrouver pour cet épisode de 2024 et je tenais à te souhaiter une belle année, une année riche, une année harmonieuse, une année remplie de succès, de moments de fou rire, de joie et d'accomplissement. Et je te remercie également pour ta fidélité. Merci de suivre ce podcast, de suivre cette aventure que j'ai commencée en balbutiant un petit peu au mois de septembre et qui aujourd'hui, voilà, tu es fidèlement là. Je tenais vraiment à te remercier. C'est un plaisir et je ne le prends vraiment pas pour acquis. L'épisode d'aujourd'hui va nous replonger dans une histoire qui m'avait personnellement marquée. C'est une histoire de deux personnes qui s'aimaient profondément et qui ont dû faire face à des choix cornéliens. Je vais te parler aujourd'hui de l'histoire de Rose et Patrick. Rose est la fille d'une personnalité publique politique et qui vient d'une belle famille, une famille très aisée, très riche, il faut le dire. Et elle a fait ses études voilà, en école privée. Et une fois qu'elle a eu son baccalauréat, elle est partie poursuivre ses études universitaires en Russie. Et Patrick vient d'une famille industrielle, un empire industriel au Cameroun. Et pareil, famille fortunée, des parents aimants, bien sûr, et très traditionnaliste, si je dois le dire. Et pareil que Rose, il va continuer ses études en Russie. Et ils ne se connaissaient pas avant. Ils ne se connaissaient pas l'un et l'autre. Et ils font connaissance l'un avec l'autre étant en Russie. Eh bien, il se trouve que quand ils se rencontrent dans la vie estudiantine étrangère là-bas, il y a le coup de foudre. Ils tombent amoureux l'un et l'autre. Rose vient d'une bonne famille, elle connaît les codes, elle est bien éduquée, elle fait de bonnes études, elle a un avenir prometteur devant elle. Et Patrick se projette totalement et se dit, mais non seulement elle est super, mais elle ferait une partenaire de vie idéale. Parce que Patrick étant l'aîné de sa famille, eh bien, il a le poids de la responsabilité aussi de se dire, après les études, il doit rentrer, reprendre les rênes de l'entreprise familiale, comme beaucoup de jeunes héritiers d'empire de la bourgeoisie camerounaise. Il termine ses études, ils sont en couple, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a des petits on and off parce que des fois, voilà, il y a des histoires. Mais bon, au final, ils tiennent contre vent et marée et ils avancent dans leur relation. Et Patrick devait graduer avant Rose. Et au moment où il doit graduer, donc sa maman fait le déplacement et vient le visiter en Russie. Il est super content parce qu'il se dit non mais sa maman va tomber amoureuse de Rose, c'est impossible autrement. Elle est la fille parfaite, elle vient d'une bonne famille, elle a les codes de société, elle a un bon pédigré et la maman ne pourra que l'aimer. Et donc la maman arrive et autres et il présente Rose à sa maman. Aïe, 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 la maman, elle tombe tout de suite amoureuse de Rose. Elle l'apprécie beaucoup. Elle aime sa personnalité. Elle est belle. Elle est bien éduquée. Voilà, elle plaît à la maman. La maman commence à poser la question à Patrick en sachant, mais est-ce que vous avez des projets ensemble et tout? Et il lui dit oui. On a décidé de poursuivre notre vie ensemble et de nous marier. Et la maman, elle est contente, tu vois. Au départ, elle est ravie. Elle se dit, bon, son fils a trouvé chaussures à son pied et autres. Et après, il lui demande clairement, ton épouse vient de quelle tribu? Elle est la fille de qui? Parce que c'est très important de savoir à qui on marie son enfant, surtout dans la bourgeoisie. Et là, Patrick, il lui dit, tout enthousiasme, ah, mais c'est la fille de monsieur tel et autres. Et vraiment, en toute naïveté et candeur. Et là, branle-bas de combat. La maman lui dit,
vous m'arrêtez ça tout de suite. Ça n'ira nulle part. Tu ne peux pas épouser cette fille. Tu ne peux pas épouser cette fille. Et là, Patrick, il tombe de 50 étages. Il s'est dit, mais attends, non seulement j'ai trouvé la perle rare, ce qui n'est pas évident quand on est à l'étranger. En plus, elle est camerounaise, donc c'est largement suffisant. Mais en plus, il faudrait que... Et sa maman lui explique que, étant l'héritier et le fils aîné, dans leur famille et leur tradition, il ne peut épouser qu'une fille du même village ou de la même tribu qu'eux. Et elle lui demande, mais que vont faire tes frères et sœurs si tu brises déjà la tradition et tu vas te marier en dehors de notre village et de notre tribu? Donc, il a la responsabilité de montrer l'exemple, même pour ses petits frères et pour le reste de la famille, parce qu'il n'est pas seulement le fils, le grand frère de la famille nucléaire, il est le grand frère de tous les cousins et cousines qui regardent à lui comme modèle. Et au départ, il a voulu un petit peu résister en disant, mais non, mais maman, voilà, vos histoires archaïques de tradition, là, nous, on n'est pas dedans. Vraiment, moi, j'aime Rose, c'est avec elle que je veux faire ma vie, et un point trait. La maman ne dit rien. Patrick en parle à Rose, en lui disant qu'écoute, voilà, j'ai parlé avec maman et tout, mais attends, les darons, là, ils nous sortent des conditions, c'est quoi ce truc? Moi, je suis pas dans leur délire. On va se marier, on va faire notre vie ensemble, tu es la femme de ma vie, et ce ne sera pas possible autrement. Les oncles de Patrick, qui eux aussi étaient à l'étranger, prennent l'avion et viennent le voir en Russie pour lui expliquer que monsieur, écoute-nous bien, ton histoire de Roméo et Juliette, là, vous allez nous arrêter ça tout de suite. Numéro 1, tu es l'héritier. Numéro 2, tu dois te marier dans la tribu et au mieux encore dans le village. Sinon, écoutez bien, on te déshérite, on efface ton nom de la lignée de succession et des droits aux parts de l'entreprise. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu es complètement déshérité. Oh, là, l'histoire prend une toute autre tournure. Parce que les enjeux deviennent massifs. Vous imaginez, il a fait ses études en Russie, il est formé, donc il peut travailler dans tout secteur d'activité qu'il désire. Mais il a un job en or, servi sur un plateau pour reprendre l'entreprise familiale. Il n'aura jamais besoin de demander du travail à gauche ou à droite. Il choisira le salaire qu'il veut. Il a les avantages, les titres, les carnets d'adresse, le pédigré, tout. Il a tout ce qu'il faut sur un plateau en or. Lui, il n'a même pas seulement la cuillère. Il a la cuillère, le couteau, la fourchette, la table en or qui lui est présentée. Et il se retrouve face à un choix où il se dit, OK, mais que fais-je? Quand il explique à Rose, mais elle rigole parce que elle n'a pas été éduquée avec ses standards et ses critères de choix, de sélection, il faut qu'il soit de telle région, de telle tribu, de telle... Donc elle se dit, mais c'est rien, ça va passer. Et elle réalise que au fur et à mesure que le temps passe, Patrick commence à littéralement être confondu. En fait, il est vraiment confondu. Il ne sait plus. Il se dit, mais je l'aime. Comment est-ce qu'on arrête d'aimer quelqu'un juste par le choix des parents? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de poursuivre cette relation, mais en me prenant Rose comme la copine de l'ombre, la maîtresse, et je présente à mes parents la femme bien comme il faut, selon leurs critères? Il fait plein de calculs dans sa tête. Mais Rose, rappelez-vous bien d'une bonne famille. Ses parents sont mariés, elle a reçu une très belle éducation. Donc, pour elle, il n'est même pas question d'être la femme de l'ombre, la chisa, la concubine, la maîtresse. Ah non, 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 non. Ou on l'épouse, ou on l'épouse. Donc, c'est vrai, je t'aime, c'est vrai, ça va me briser le cœur, mais il est hors de question que je fasse une relation dans l'ombre. Et là, ça devient vraiment compliqué. Mais vraiment. Ils essayent de continuer à se voir, de persévérer dans leurs relations et autres, mais le poids et la pression de la part des parents, de la part de la famille. Parce que si ce n'était que la maman encore, on peut négocier, mais là, il y a tous les oncles, le papa qui se lèvent et qui disent non, même pas en rêve. Tu arrêtes ton histoire là. Rose, de son côté, elle est complètement abasourdie parce que
enfin, ça n'existe pas dans son univers, ça n'existe pas dans son monde de choisir la personne qu'on va aimer basée sur des critères aussi subjectifs, en fait. Elle ne comprend pas que on ne veuille pas d'elle à cause de qui elle est. En fait, elle a tout bien. Elle coche toutes les cases, sauf que elle n'est pas née du bon côté de la carte. Oh. Elle n'est pas née dans le bon village. Elle n'est pas née avec le bon nom de famille. Mais est-ce qu'on choisit cela? Est-ce qu'on décide de quelle origine on va être? On ne le décide pas. Et donc, être choisi par son conjoint parce que je viens de tel ou tel endroit, mon Dieu, mais c'est dur. C'est dur. Est-ce que la personne qui vient du même village est meilleure que celle qui est de l'autre côté de la frontière? Est-ce que la personne qui a le bon nom de famille ou alors le nom à particules a de meilleures valeurs morales que la personne qui ne vient pas de la même origine que... Non, mais ouais, vraiment, je voulais pas mettre les organes, mais là, honnêtement, cette histoire m'a tellement révoltée à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, mais on peut faire ça, on peut saboter le bonheur, on peut sacrifier la possibilité de bonheur des gens comme ça à cause des préjugés culturels, à cause des préjugés tribaux, à cause des préjugés de nationalité, de couleur de peau, de race. Aujourd'hui encore, oui. Il y a des personnes qui disent non, tu ne peux pas épouser, il faut que tu te maries avec un noir, ou bien il faut que tu te maries avec un blanc, ou bien il faut que tu te maries avec un arabe. On est encore dans ces sélections de critères-là. Et on empêche à des gens d'être heureux, de connaître le bonheur à cause de nos préjugés et de nos ignorances. Donc, in fine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rose se fait une raison, elle s'est dit, bon, si on ne veut pas de moi à cause de qui je suis, eh bien, on met un terme à la relation. Patrick a eu beaucoup plus de mal à passer à autre chose parce que il était amoureux, il avait dans la peau, il était fou amoureux. Mais Rose, elle avait fait une raison, elle s'est dit, je vais pas durer dans mauvais rêve. Je ne vais pas rester dans cette histoire et, comment dire, me faire des illusions qui ne vont jamais se concrétiser. Et elle est passée à autre chose. Enfin, pendant cette période-là, il y avait une jeune fille, une jeune femme, qui était colocataire dans la même résidence que Rose. Et dans leur groupe d'amis étudiants, cette fille-là était très réservée. C'était en fait une jeune femme qui venait vraiment de la campagne. Elle venait d'une famille modeste, mais elle était très brillante à l'école, donc on a pu sponsoriser ses études. Et elle a pu se trouver dans cette école en Russie. Mais elle ne vient pas d'une bonne famille dans le sens bourgeois ou famille aisée. C'est quelqu'un qui sortait vraiment de la campagne, qui connaissait la vie des champs, la vie dure et autres, la vie difficile. Et donc cette fille, très brillante à l'école, mais 0 sur 20 en tout ce qui est savoir-vivre, manière, bonne manière, élégance et autres. Elle était là juste pour faire son école, valider ses matières et après rentrer travailler au Cameroun. Donc Rose se lie d'amitié avec Martine et elle développe donc une relation vraiment voilà, de sororité, quoi. Elle lui apprend les bonnes manières, elle lui montre les bons plans ou acheter des bons vêtements à Moscou, comment se maquiller, comment se coiffer convenablement, comment s'exprimer. Elle lui partage les bonnes choses qu'elle sait. Et dans cette phase où elle était en rupture avec Patrick, eh bien, Martine était souvent avec elle, donc Martine, je sais pas, entre guillemets, essuyait ses larmes, hein, oui. Et Martine était présente et donc Rose lui raconte tout. Et elle est là à ses côtés, elles sont ensemble, elle vit la phase de rupture, elle vit les hauts et les bas, elle vit tout cela parce qu'elle est proche de Rose, finalement. Et devinez quoi? Il y a un ami de Patrick qui lui dit, mais mon gars, apparemment, comme tu cherches une fille de ton village là, il y a une qui est arrivée il n'y a pas longtemps là, Martine, tu sais, elle ferait un bon parti, hein. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu Njuxa et tout ça, mais voilà, on peut arranger l'extérieur. C'est comme si, soudainement, les yeux de Patrick s'ouvrent sur Martine. Oh, Martine, c'était une copine à Rose. Mais Martine coche tous les critères des parents. Même s'il ne l'aime pas, il n'est pas forcément amoureux d'elle. Mais elle est le bon profil pour les parents, pour la famille, pour l'héritage.
pour l'héritage. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche d'elle et il commence une relation plus ou moins, voilà, sentimentale et il la présente aux parents en disant, vous vouliez que je me marie, voilà votre femme, entre guillemets. Oh là là, les parents sont heureux comme pas possible. Ah, notre fille a trouvé la perle rare et tout. Martine, en plus, elle est du même village que nous. Elle connaît, elle sait bien parler la langue et tout. Elle sait faire nos plats. Elle va respecter la tradition. C'est elle qu'on veut comme belle-fille. Et ça n'a pas tardé, hein, je vous assure, ça n'a même pas fait... Ça n'a pas tardé, ça n'a pas tardé longtemps. Parce que je me souviens que je me trouvais au Cameroun cet été-là et mes parents étaient invités au mariage. Et on y allait. Comment vous dire? C'était le mariage, l'un des mariages, parce que j'en ai cité un autre après, mais c'était l'un des mariages les plus luxueux, les plus extravagants, les plus venez voir, auxquels j'ai pu assister au Cameroun. Salle de fête dans un palace, euh, cocktail dans un resort, le tout Yaoundé, le tout Cameroun, les têtes huppées. Vraiment, c'était le festival des Bourges. Non, vraiment, c'était the mariage, quoi. Et les gens étaient, voilà, c'était les personnalités les plus aisées, les personnalités du monde politique, du monde de l'industrie, le corps diplomatique. Vraiment, il y avait le gratin, la crème de la crème. Et bon, moi, je suis allée avec ma maman et en bonne accompagnante, moi, j'étais là pour faire mon Congo-ça visuel. Regardez, ok, ok, mhm. Je regarde, les mariés étaient... J'ai jamais vu ça. Le couple le plus glacial que j'ai vu de ma vie. Aucun signe d'affection. Aucun rapprochement. Rien. Aucun, même pas frôler les doigts comme ça. Rien. C'était en mode... La mariée était belle, elle était magnifique et autres. Mais le monsieur était à côté, comme si c'était son garde-corps, en fait. Limite, je la regarde même pas. Il y avait tellement de distance. Et je me suis dit, oh my God. Like, are they for real? Ils sont vraiment comme ça. En mode, je vous ai emmené votre femme. Ok, moi, je vais avoir mon héritage. Voilà, je vais rester dans la ligne de succession de la famille et autres. Mais je ne l'aime pas. Je ne voulais pas. Vous avez gâché mon bonheur. Ce n'était pas mon choix. Mais comme c'était le vôtre, tenez. Et voilà comment Martine se retrouve Madame Patrick, avec tous les honneurs, les privilèges, le prestige, l'argent. Et Patrick, eh bien, voilà, Patrick, quoi. Bien sûr, il hérite de l'empire familial. Ils ont eu des enfants. Elle a tous les grosses voitures, les belles maisons, les voyages en première classe et autres, les enfants en école privée de luxe et autres. Mais Patrick, il n'est pas dans ce mariage, quoi. C'est un figurant. C'est un figurant de sa vie. Alors à côté, qu'est-ce qui s'est passé pour Rose? Eh bien, ça a été dur, ça a été très difficile, mais elle s'est relevée. Elle a terminé ses études en Russie, elle a reconnecté avec son, on dit quoi? High school sweetheart, son crush de lycée. Elle forme une belle petite famille aujourd'hui, elle est heureuse en ménage et elle vit sa vie en fait. Mais dernièrement, j'avais des nouvelles de Patrick et je crois que c'est l'homme le plus malheureux que je connaisse. J'ai l'impression qu'on lui a volé son opportunité d'être heureux en amour. Le plus difficile, c'est quoi? C'est que quand tu es un nom connu, quand tu viens d'une bonne famille, que tu es, enfin, vous avez un nom qui est connu, oh, mais trouver une chaussure à son pied, trouver la femme qui va t'aimer pour qui tu es et non pas pour ce que tu as, c'est compliqué. Il y aura plein de candidates qui vont être là parce que tu as le bon nom, tu as le bon compte en banque, tu as la bonne fortune. En fait, tu es une assurance vie pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une assurance vie. Mais trouver la femme qui va t'aimer pour qui tu es, qui te connaissait quand tu n'étais pas encore, qui t'a aimé parce que, voilà, pour tes qualités, tes valeurs, pour ta personne. Et je pense que c'est ce que tout être humain
enfin, j'imagine, hein, c'est ce que je me dis, tout être humain veut être aimé pour qui il est profondément. Et que justement, parce qu'on ne trouve pas toujours des personnes qui nous aiment pour qui nous sommes fondamentalement, il y a comme un manque quelque part. Il y a un manque. Et Patrick n'a jamais retrouvé ça. Il a essayé de se rapprocher après de Rose, quelques années après, pour lui expliquer que voilà, il était l'amour de sa vie, qu'il a toujours aimé, qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, qu'il aimerait retrouver quelqu'un qui soit comme elle. Mais hé, tu as fait ton choix. Tu as choisi la raison, tu as choisi l'héritage, à l'opportunité d'être heureux, clairement. Si tu étais à la place de Patrick, qu'aurais-tu choisi? Aurais-tu poursuivi ta relation avec Rose, avec la femme que tu aimes, contre vent et marée, contre l'avis de tes parents, risquer de choisir le bonheur et de te dire, ok, même si je n'hérite pas de l'empire familial, avec toutes ces contraintes, le poids de la responsabilité, mais je choisis d'être heureux pour moi. Je choisis de fonder ma propre famille, de me donner l'opportunité d'être heureux. Et peut-être que ma famille changera d'avis après. Je pense que ce n'est pas un choix facile, in fine. Parce que quand tu penses à tes petits frères, à tes sœurs, à tous ceux qui regardent à toi et se disent, ah mais si lui il a fait, ah non mais c'est bon, nous on va faire pareil. On va aller se marier hors du village, hors de la tribu, hors de la tradition. Oui, mais après, pourquoi pas? Est-ce que les traditions ne sont-elles pas faites pour évoluer, pour changer, pour s'améliorer avec le temps? On garde ce qui est bon et on fait évoluer ce qui a causé plus de tort que de bien. Après, ce n'est que mon humble avis, hein. Mais cette histoire m'a amené à me poser la question, quel est le coût, quel est le prix du bonheur? Combien coûte ton bonheur? À combien est-ce que tu es prêt à le payer? Est-ce que tu es prêt à le payer au prix de ta famille, au prix d'être mis à l'écart, au prix d'être incompris? Il y en a qui ont fait le choix de la raison, d'autres ont fait le choix du cœur. J'aimerais bien avoir ton avis sur cet épisode. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été fidèle jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un cœur, de t'abonner, de laisser un commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires, ça m'encourage, ça me fait plaisir et j'espère à très très bientôt pour un nouvel épisode.